En 1871, une orpheline muette fut rejetée de toutes les familles. Ce qu'un shérif solitaire découvrit plus tard prouverait que parfois les oubliés deviennent les fondations de quelque chose de beau. Marie-Claire Dubois, une historienne spécialisée dans l'Ouest américain, âgée de 42 ans, était en train de cataloguer les archives du tribunal de Tombstone ce matin glacial de février 2024. Le vent du désert de l'Arizona sifflait à travers les fissures du vieux bâtiment de grès. Elle était venue pour rechercher des documents concernant l'immigration française dans le territoire, une commande de l'Université de Phoenix pour son projet de thèse. C'est alors qu'elle découvrit une petite boîte en métal coincée derrière un classeur poussiéreux. Au début, elle pensa qu'il s'agissait simplement d'une vieille boîte à tabac oubliée. Mais quand elle l'examina de plus près, Marie-Claire réalisa que des initiales étaient gravées sur le couvercle. PM, pour ma petite étoile. À l'intérieur, elle trouva un journal relié en cuir, une photographie sépia d'un homme en uniforme de shérif tenant une petite fille aux yeux sombres et une lettre jaunie par le temps. Ce qu'elle avait trouvé avait été préservé pendant 153 ans. Le cuir était craquelé mais lisible, la photographie légèrement décolorée mais encore nette. Le plus émouvant était une petite fleur de cactus séchée glissée entre les pages du journal. Cette découverte allait révéler une histoire vieille de 150 ans qui prouvait comment les oubliés peuvent construire les plus beaux héritages. L'Arizona de 1871 était une terre impitoyable où seuls les plus forts survivaient. Les tempêtes de poussière balayaient les plaines rocailleuses, et la chaleur du jour cédait place à des nuits glaciales qui glaçaient les os jusqu'à la moelle. Dans le petit territoire de Redemption Valley, les colons français, mexicains et anglo-saxons tentaient de construire une vie décente malgré la sécheresse, les conflits avec les Apaches et l'isolement qui pouvait rendre fou un homme en quelques mois. Marguerite Beaumont, 8 ans, était assise sur les marches vermoulues de l'orphelinat de Sainte-Marie. Ses grands yeux noirs fixaient le désert sans rien voir, ses petites mains serrées sur une poupée de chiffon déchirée. Depuis 6 mois, elle n'avait pas prononcé un seul mot. Les religieuses murmuraient qu'elle était devenue simple d'esprit après avoir vu ses parents massacrés par des bandits sur la route de Tucson. 3 familles l'avaient ramenée à l'orphelinat en déclarant qu'elle était trop perturbée, trop silencieuse, trop étrange pour être une fille normale. Les autres enfants l'évitaient comme si son mutisme était contagieux. Sœur Agnès, la directrice, hochait la tête avec tristesse en disant que certains enfants étaient trop abîmés par la vie pour être réparés. Marguerite passait ses journées seule, dessinant dans la poussière avec un bâton, créant des motifs que personne ne comprenait. Elle mangeait peu, dormait mal et sursautait au moindre bruit fort. Ce matin de septembre, sœur Agnès annonça qu'une nouvelle famille était venue voir Marguerite. Mais quand les Weatherby repartirent après seulement 1 heure, secouant la tête avec dégoût, l'espoir s'éteignit définitivement dans les yeux de la fillette. Madame Weatherby avait murmuré que cet enfant n'était pas naturel, qu'elle donnait la chair de poule. C'était la dernière chance de Marguerite d'avoir une famille. À 8 ans, elle était condamnée à grandir entre les murs froids de l'orphelinat, rejetée par tous ceux qui auraient pu l'aimer. Pierre Moreau avait 45 ans quand il franchit les portes de l'orphelinat Sainte-Marie. Le shérif de Redemption Valley était un homme massif aux cheveux grisonnants, marqué par 15 années de maintien de l'ordre dans un territoire sans loi. Veuf depuis 3 ans, il vivait seul dans une petite maison derrière le bureau du shérif, hanté par le souvenir de sa femme Élisabeth et de leur fils mort-né. Les religieuses l'avaient supplié de considérer l'adoption de Marguerite, leur dernière tentative désespérée de lui trouver un foyer. Quand Pierre vit la petite fille recroquevillée dans un coin de la cour, quelque chose se brisa dans son cœur endurci. Elle lui rappelait un oisillon tombé du nid qu'il avait trouvé enfant. Sa femme lui avait souvent dit qu'ils auraient adopté si Dieu ne leur avait pas donné d'enfant. Peut-être était-ce le moment de donner un sens à sa solitude. Il s'agenouilla devant Marguerite et lui dit doucement qu'il avait besoin de quelqu'un pour l'aider à prendre soin de sa maison, que sa cuisine était terrible et que ses chaussettes avaient des trous. Les premiers jours furent difficiles. Marguerite se cachait dans les recoins de la maison, sursautait quand Pierre rentrait le soir, et ne touchait presque pas à la nourriture qu'il préparait maladroitement. Mais petit à petit, elle commença à observer ses gestes, à l'aider silencieusement en mettant la table ou en balayant le sol. Pierre découvrit qu'elle avait un don extraordinaire avec les animaux. Son cheval, habituellement ombrageux, se calmait instantanément en sa présence. Les chats errants de la ville la suivaient comme si elle était leur reine. Au bout d'1 mois, Marguerite préparait des repas simples mais délicieux, utilisant les herbes qu'elle cueillait dans le désert avec une connaissance mystérieuse. Sa présence silencieuse apaisait Pierre d'une façon qu'il n'arrivait pas à expliquer. Le soir, elle s'asseyait près de lui sur la véranda, écoutant les histoires qu'il racontait sur ses années de shérif. Parfois,
Il la surprenait en train de sourire à ses plaisanteries, et ces moments-là valaient plus que tous les trésors du territoire. La communauté réagissait de façon mitigée. Certains, comme le docteur Bernard et sa femme Catherine, admiraient la générosité de Pierre. D'autres, menés par le juge Whitmore, murmuraient que c'était malsain pour un homme seul d'élever une fille, surtout une fille aussi étrange. Madame Patterson, la femme du banquier, déclarait ouvertement que cet enfant portait malheur et qu'elle ne devrait pas être mélangée aux enfants normaux de l'école. Mais Pierre voyait ce que les autres refusaient de voir. Marguerite était intelligente, observatrice et d'une bonté rare. Elle soignait les animaux blessés, aidait secrètement les familles pauvres en laissant des paniers de nourriture sur leur seuil et créait de petites beautés partout où elle passait. Des fleurs apparaissaient mystérieusement dans le jardin, des oiseaux venaient boire dans des coupelles qu'elle disposait avec soin. La maison de Pierre, auparavant froide et vide, se transformait en un véritable foyer rempli de petites attentions et de chaleur silencieuse. L'hiver de 1872 apporta plus que le froid dans Redemption Valley. Le juge Cornelius Whitmore, un homme respecté arrivé de Boston 3 ans plus tôt, commença à exercer des pressions subtiles mais constantes sur Pierre. Il suggérait que l'adoption de Marguerite n'était pas légalement valide, qu'une enquête sociale était nécessaire. Il murmurait dans les oreilles influentes que le shérif négligeait ses devoirs pour s'occuper d'une enfant dérangée, que sa réputation en souffrait. Les attaques étaient calculées et méthodiques. Madame Patterson refusait maintenant de servir Pierre et Marguerite au magasin général. Le pasteur Morrison, pourtant homme bon, fut convaincu par Whitmore que la fillette avait besoin de soins spécialisés que seul un asile pourrait fournir. Même certains amis de Pierre commencèrent à douter, influencés par les arguments apparemment raisonnables du juge concernant le bien-être de l'enfant. Pierre remarquait que Marguerite devenait de plus en plus silencieuse, si c'était possible. Elle se réveillait parfois en sursaut, tremblant de terreur, fixant la fenêtre comme si elle s'attendait à voir quelque chose d'horrible. Quand le juge Whitmore venait au bureau du shérif, elle se cachait immédiatement, pâlissant de façon alarmante. Pierre attribuait sa peur à sa timidité naturelle et aux murmures hostiles de la ville. Ce que Pierre ne savait pas, c'est que Marguerite avait reconnu le juge dès le premier jour. La voix, la façon de marcher, l'odeur de tabac et d'eau de Cologne. C'était l'homme qui avait tué ses parents sur la route de Tucson, qui avait fouillé leur chariot à la recherche de l'or que son père transportait secrètement. L'homme qui l'avait regardé droit dans les yeux avant de partir, croyant qu'une enfant de 8 ans ne pourrait jamais l'identifier. La terreur paralysait Marguerite. Comment expliquer à Pierre que l'homme le plus respecté de la ville était un assassin? Comment parler quand les mots étaient bloqués dans sa gorge depuis des mois? Et surtout, comment protéger l'homme qui lui avait redonné l'espoir quand elle savait que Whitmore ne reculerait devant rien pour la faire taire définitivement? L'étau se resserrait. Whitmore avait découvert que Pierre n'avait jamais finalisé les papiers d'adoption légalement. Il menaçait maintenant de faire retirer Marguerite de son foyer pour la placer dans un asile de l'Est, prétendant que c'était pour son propre bien. La date de l'audience était fixée au 15 mars. Pierre sentait qu'il perdait la bataille contre les mots habiles et les manœuvres légales du juge. Acte 4. Le creuset DE la VE accent aigu et accent aigu la veille de l'audience. Marguerite prit la décision la plus courageuse de sa jeune vie. Alors que Pierre était assis sur la véranda, tête dans les mains, accablé par l'idée de perdre sa fille adoptive, elle s'approcha de lui. Ses petites mains tremblaient quand elle toucha son épaule. Pour la première fois en 8 mois, ses lèvres bougèrent pour former des mots. Sa voix était rauque, presque inaudible, mais les mots sortirent enfin. Elle murmura le nom de l'homme qui avait tué ses parents. Cornelius Whitmore. Elle raconta dans un souffle comment il les avait attaqués, comment il avait fouillé leur chariot, comment il avait trouvé l'or que papa cachait sous les planches. Comment il avait regardé la petite fille témoin avant de repartir, pensant qu'elle ne parlerait jamais. Pierre sentit le sang se glacer dans ses veines. Tout prenait sens maintenant. La peur de Marguerite, les pressions de Whitmore, sa détermination à éloigner l'enfant. Le juge ne cherchait pas à protéger Marguerite. Il cherchait à éliminer le seul témoin de ses crimes. Cette nuit-là, Pierre fouilla discrètement le bureau et la maison de Whitmore. Dans un coffre caché derrière une bibliothèque, il découvrit des pièces d'or marquées du sceau français, celle-là même que transportait le père de Marguerite. Il trouva aussi un journal détaillant d'autres attaques, d'autres familles de colons assassinés pour leur or. Whitmore était le chef d'un réseau de bandits qui terrorisait la région depuis des années. L'audience du 15 mars 1873 devait être la plus dramatique de l'histoire de Redemption Valley. Toute la ville était rassemblée dans la salle de tribunal improvisée de l'église. Whitmore, confiant dans sa victoire,
présidait avec l'autorité d'un homme habitué à manipuler la justice. Il était sur le point de prononcer le retrait définitif de Marguerite quand Pierre se leva. D'une voix claire et forte, Pierre présenta les preuves qu'il avait découvertes. Les pièces d'or, le journal, les témoignages qu'il avait recueillis auprès d'autres familles survivantes. Mais le moment décisif vint quand Marguerite elle-même se leva. Devant toute la communauté assemblée, elle raconta ce qu'elle avait vu ce jour terrible sur la route de Tucson. Sa voix tremblait mais ne faiblissait pas. Elle décrivit chaque détail avec la précision troublante d'un enfant qui avait gravé chaque seconde dans sa mémoire. L'odeur de la poudre, le cri de sa mère, le regard froid de Whitmore quand il avait compté l'or de son père. La salle était si silencieuse qu'on entendait le vent souffler dans les planches de l'église. Whitmore tenta de nier, de décrédibiliser le témoignage d'une enfant traumatisée. Mais quand Pierre produisit le journal détaillant 15 autres meurtres, quand les familles survivantes reconnurent les descriptions, quand les preuves s'accumulèrent de façon irréfutable, la vérité éclata comme un barrage qui cède. La communauté qui avait soutenu Whitmore réalisa l'horreur de leur aveuglement. Cet homme qu'ils respectaient, qui rendait la justice, qui prêchait la morale, était le monstre qui terrorisait le territoire depuis des années. Et cette petite fille qu'ils avaient rejetée, cet enfant qu'ils jugeaient dérangé, était la seule assez courageuse pour dire la vérité. Cornelius Whitmore fut arrêté séance tenante. Son réseau de complices fut démantelé dans les semaines qui suivirent. L'or volé aux familles assassinées fut redistribué aux veuves et aux orphelins. La justice que Whitmore avait pervertie fut enfin rendue aux victimes de ces crimes. Pierre put finaliser légalement l'adoption de Marguerite. Plus personne dans la communauté ne remettait en question sa place dans la famille Moreau. Au contraire, les habitants de Redemption Valley commencèrent à voir l'enfant avec des yeux nouveaux. Cette petite fille silencieuse était devenue le symbole du courage et de la vérité triomphant du mensonge et de la corruption. Marguerite retrouva peu à peu l'usage de la parole. Sa voix était douce et réfléchie. Elle choisissait ses mots avec soin, comme quelqu'un qui connaît leur pouvoir. Elle retourna à l'école où les autres enfants, qu'il avait autrefois évités, cherchaient maintenant son amitié. Les familles qu'il avait rejetées demandaient humblement son pardon. Le docteur Bernard et sa femme Catherine devinrent ses parrains spirituels. Sœur Agnès demanda pardon pour avoir douté de la valeur de l'enfant. Même Madame Patterson, rongée par la culpabilité, offrit à Marguerite les plus beaux tissus de son magasin pour se faire des robes dignes de la petite héroïne qu'elle était devenue. Pierre observait sa fille avec une fierté qui gonflait son cœur. Cet enfant brisé qu'il avait recueilli par pitié était devenu sa plus grande bénédiction. Elle lui avait appris que l'amour pouvait guérir les blessures les plus profondes, que la patience pouvait faire fleurir l'espoir dans les cœurs les plus endommagés. La maison des Moreau devint un refuge pour tous les écorchés de la vie. Les veuves venaient chercher conseil auprès de Marguerite, qui comprenait la douleur mieux que quiconque. Les enfants difficiles trouvaient en elle une grande sœur patiente. Pierre et Marguerite formaient une famille peu conventionnelle mais indestructible, unie par l'épreuve et l'amour inconditionnel. Marie-Claire referma doucement le journal de Pierre Moreau, les larmes aux yeux. La dernière entrée datait de 1895, 24 ans après l'adoption de Marguerite. Pierre y décrivait la cérémonie de mariage de sa fille avec le docteur Bernard Junior, fils du médecin qui les avait soutenus. Il écrivait sa fierté de voir cette petite fille muette devenir une femme accomplie, sage-femme respectée et mère de 3 enfants. Dans les archives municipales, Marie-Claire découvrit que Marguerite Moreau-Bernard avait fondé le premier orphelinat moderne du territoire, où aucun enfant n'était jamais rejeté pour ses différences. Que Pierre avait servi comme shérif jusqu'à sa mort en 1903, aimé et respecté de tous. Que leur histoire était devenue une légende locale sur le pouvoir de l'amour de transformer les vies brisées. La petite fleur de cactus séchée dans le journal était accompagnée d'une note de Marguerite. Pour Papa Pierre, qui m'a appris que même dans le désert le plus aride, l'amour peut faire pousser les plus belles fleurs. Leur héritage avait survécu à ceux qui avaient tenté de les détruire, prouvant qu'une communauté qui apprend à voir la valeur véritable peut transformer les rejetés en fondation de quelque chose de magnifique. Dans le cimetière de Redemption Valley, leur tombe côte à côte porte une inscription simple. Pierre et Marguerite Moreau. Ils ont prouvé que les familles se choisissent avec le cœur. Et chaque printemps, des fleurs de cactus poussent spontanément sur leur tombe, comme si la terre elle-même se souvenait de leur amour.